Les trous noirs. En voilà des objets étranges, à la fois effrayants et monstrueux. Nous peinons, année après année, à représenter ces corps célestes de la manière la plus réaliste qui soit. Les plus massifs d'entre eux, dont la masse égalerait presque celle d'une galaxie entière, sont également les plus lointains. Mais comment réagiriez-vous si, depuis une éternité, et sans vous en rendre compte, un trou noir se trouvait juste à côté de vous? Enfin non, pas dans la pièce d'à côté, mais disons à quelques milliards de kilomètres. Aujourd'hui, je vous emmène explorer l'une des théories les plus fascinantes, mais également des plus dérangeantes du système solaire. Le système solaire est un endroit profondément vide. Notre étoile représente à elle seule 99,86% de la masse de celui-ci. 0,14% est attribué à Jupiter, qui représente 2/3 de la masse totale des planètes, et 0,01% représente tout le reste. Des astéroïdes, des poussières, des comètes et des objets transneptuniens. Comme son nom l'indique, un objet transneptunien, c'est un corps céleste dont l'orbite se trouve au-delà de celle de Neptune. Transneptunien, au-delà. Neptune qui est la dernière planète dite conventionnelle du système solaire. Et les objets transneptuniens, on va les appeler aussi les TNO, Transneptunian Object en anglais, c'est plus pratique. Et on y retrouve d'ailleurs Pluton et sa lune Charon après sa rétrogradation en planète naine, comme pour séparer les 8 planètes classiques du système solaire et les objets transneptuniens. Vous en avez sans doute entendu parler, notamment quelques-uns très connus, comme Haumea, dont la rotation sur elle-même en moins de 4 heures lui donne cette forme aplatie. On a aussi Eris, Orcus, Ixion, Quaoar, Makemake, Gongong, Sedna et j'en passe. L'écrasante majorité d'entre eux ont un nom administratif, mais ceux que je viens de vous donner en exemple ont des surnoms précisément parce que ce sont les plus grands et les plus connus. Avec 2002 TC302 qui est un autre objet qui n'a toujours pas eu droit à son petit surnom, ces 9 corps représentent les grands transneptuniens, en gros les TNO les plus connus. Et hormis Pluton, ils ont tous été découverts entre 2000 et 2005. Et pourtant, de nombreux TNO ont été détectés bien avant eux. Depuis un siècle, on en a répertorié 3000, dont 700 sont bien documentés et classés dans différentes catégories. En fait, on découvre autant de TNO au fin fond du système solaire que d'exoplanètes dans la Voie lactée. Leur nombre pourrait d'ailleurs se compter en millions. Ils sont trop grands pour être considérés comme de simples astéroïdes ou comètes, mais trop petits pour être considérés comme des planètes, comme la Terre ou Mercure. Plus un objet céleste est loin du Soleil, plus la circonférence de son orbite augmente et sa vitesse de révolution diminue. Du coup, sa période de révolution, c'est-à-dire le temps pour faire un tour complet autour du Soleil, augmente de manière exponentielle. Et quand on parle des objets transneptuniens, les échelles de temps sont monstrueuses. La Terre tourne autour du Soleil à 108 000 km/h. C'est la vitesse nécessaire pour ne pas tomber vers notre étoile. Et ça vaut mieux parce que sinon c'est l'apocalypse. Mercure doit filer à toute vitesse dans son orbite avec une vélocité de 172 000 km/h, tandis que Neptune ne dépasse pas les 20 000. Les corps les plus lointains comme Sedna, une planète naine dont l'orbite est très elliptique, pourraient se trouver au plus loin de son orbite à 70 milliards de kilomètres. Et à cette distance, sa vitesse orbitale ne dépasse pas les 1 km par seconde. Autrement dit, certaines balles de fusil peuvent aller plus vite. C'est bien là une caractéristique étrange des TNO. Leurs orbites n'ont aucun sens. Elles sont toutes extrêmement elliptiques, à part Pluton, ce qui veut dire que, au lieu de tourner de manière bien circulaire autour du Soleil, leur distance avec notre étoile varie considérablement entre leur point le plus éloigné et leur point le plus rapproché. À l'exception de Mercure et Mars, les 6 autres planètes ont des orbites quasiment parfaitement circulaires, formant un beau cercle immatériel dans l'espace. Et même Mercure et Mars, leur excentricité est pas spécialement élevée. Mais là où la variation de la distance Terre-Soleil par exemple varie de 1 à 2% seulement, certains TNO varient d'un facteur 30.
On en a même découvert qui s'approchent du Soleil à environ 5 milliards de kilomètres, ce qui est quand même énorme, 30 fois la distance Terre-Soleil, et puis s'éloignent dans leur orbite à des dizaines de milliards de kilomètres. Et là où Pluton met déjà 248 ans à faire un tour complet autour du Soleil, certains objets transneptuniens mettent des millénaires. Le corps céleste 2015 KG 163, découvert en 2015, a été détecté au moment où il était au plus proche du Soleil dans son orbite, qu'on appelle le périhélie. Et déjà là, il est plus loin que Pluton à 6 milliards de kilomètres. Son aphélie, le point de son orbite le plus éloigné, est estimé à 236 milliards de kilomètres, 1600 fois plus loin que ne l'est la Terre. Plus étrange encore, aucun TNO notable n'est calé sur le plan de l'écliptique. Vous savez, ce fameux plan sur lequel orbitent les 8 planètes, formant un disque immatériel, même si ce disque n'est pas totalement plat, chaque planète étant décalée de quelques degrés avec les autres. Mais bon, par rapport aux objets transneptuniens, là par contre, c'est la fête à la saucisse. Peut-être qu'on trouve ça étrange à cause du biais observationnel. L'idée qu'on n'a juste pas assez de données et qu'on se focalise sur les choses que l'on veut voir. Une autre hypothèse, un peu plus intéressante cette fois-ci, nous explique que tous ces objets ne viennent pas forcément du système solaire lors de sa formation, il y a 4,5 milliards d'années, mais qui sont bel et bien extérieurs à tout ça. Le Soleil aurait pu attirer certains corps célestes depuis le milieu interstellaire. En s'approchant, leur trajectoire est assez chaotique, avant de se stabiliser dans une orbite très elliptique, les orbites qu'on connaît aujourd'hui. Mais l'hypothèse la plus intéressante, et également la plus séduisante, c'est celle de la 9e planète, qui nous dit qu'une planète tellurique, rocheuse donc, entre la masse de la Terre et celle de Neptune, orbiterait très loin dans le système solaire et influencerait les orbites de tous les objets transneptuniens. C'est une théorie qui est extrêmement connue, vous en avez sans doute déjà entendu parler, et qui d'ailleurs est le dérivé de plein d'autres hypothèses. C'est un peu le bordel en fait. En plus, les gens confondent souvent la planète X et la planète 9, qui sont deux théories qui n'ont absolument rien à voir. Déjà, la planète X, elle est appelée comme ça parce que X, c'est le symbole de l'inconnu en mathématiques et en sciences. Alors que la planète 9 fait explicitement référence à une 9e planète cachée. La planète X, c'est un vieux mystère mathématique qui est probablement déjà résolu aujourd'hui. C'est une théorie qui date du 19e siècle et qui tend à expliquer les anomalies gravitationnelles d'Uranus et de Neptune. Cette dernière étant découverte en 1846 pour expliquer les anomalies d'Uranus, il était donc concevable qu'une 2e planète puisse être découverte en expliquant les anomalies de Neptune, dont l'orbite présentait quelques problèmes au vu des calculs de l'époque, et que l'influence gravitationnelle d'un autre corps céleste, encore plus lointain, en était le principal suspect. Ça a mené d'ailleurs à la découverte de Pluton en 1930, même si celle-ci est bien trop légère pour avoir une quelconque influence notable sur Neptune. Ouais, la découverte de Pluton est une coïncidence non voulue. Aujourd'hui, on pense que la planète X n'existe pas, que c'est juste une anomalie à cause des erreurs de calcul de l'époque. Assez ballot, hein, un siècle de recherche pour... pas grand-chose. La planète 9, par contre, qu'on appelle communément planète 9, c'est pas du tout la même chose. Elle a été soumise par Mike Brown et son équipe, dont j'ai déjà parlé dans plusieurs épisodes. Ce sont d'ailleurs eux qui ont découvert les objets transneptuniens les plus connus, comme Eris et Sedna, et c'est ce qui a précipité la rétrogradation de Pluton en planète naine. Parce que si on découvre des dizaines de planètes similaires à Pluton, on se retrouve avec un trop grand nombre de planètes, et surtout avec une trop grosse différence entre les géantes gazeuses, les rocheuses et les naines. Après ça, vous connaissez l'histoire, hein, Pluton est rétrogradé, Mike Brown est détesté parce que c'est un méchant pas gentil, et il va s'affabuler lui-même du titre honorifique et suprême de tueur de Pluton. Faut dire, ça sonne bien sur le CV. Bref, en janvier 2016, Brown se retrouve avec des orbites complètement improbables sur les objets transneptuniens qu'il a lui-même découverts une décennie auparavant. Il publie une théorie qui explique qu'une 9e planète pourrait bien se trouver dans le système solaire. Une planète dont la masse est plusieurs fois celle de la Terre, l'orbite entre 60 et 120 milliards de kilomètres,
et avec une période de révolution autour du Soleil de 20 000 ans. Forcément, en étant aussi loin du Soleil par rapport à nous, la quantité de lumière que cette 9e planète théorique doit absorber et refléter est absolument ridicule. 640 000 fois moins que sur Terre. Autant vous dire là-bas que les ventes de lunettes de soleil doivent pas être fameuses. Sa présence expliquerait certains regroupements inhabituels d'objets transneptuniens dans leur orbite, et l'influence gravitationnelle de cette planète 9 pourrait en être la cause. Mais cette théorie propose un nombre bien trop grand de perspectives pour en parler dans une seule vidéo. Mais si cette planète est encore aujourd'hui introuvable, c'est peut-être parce que justement, ce n'est pas une planète. Et pour vous expliquer ça, il faut un peu de contexte. L'université de Varsovie abrite un projet astronomique bien particulier, le Optimal Gravitational Lensing Experiment, qu'on va abréger OGLE. Comme son nom l'indique, il sert à détecter des lentilles gravitationnelles dans l'espace afin de prouver l'existence de la matière noire. Une lentille gravitationnelle, c'est comme une lentille, mais avec la gravité. Mais je sais, c'est de l'information qui informe là, Lorsqu'un objet au premier plan passe devant un autre objet dans le fond, comme une étoile, il peut créer un phénomène de lentille si ce fameux objet au premier plan est particulièrement massif et dense, comme un trou noir. Si l'alignement des objets avec la Terre est parfait, le premier objet lourd déforme et amplifie la lumière qui passe derrière lui. Et c'est plus parlant avec un trou noir ou une galaxie ultramassive, et ça donne ce phénomène de lentille. On sait qu'il existe des dizaines voire des centaines de milliers de trous noirs stellaires de plusieurs fois la masse du Soleil qui se baladent dans la galaxie. Et 100 000 trous noirs stellaires dans chaque galaxie, ça fait beaucoup. Leur horizon des événements, c'est-à-dire la grosse boule noire, la sphère immatérielle qui dit que si tu y passes, après tu ne peux plus t'échapper, pas même la lumière, n'est large que de quelques kilomètres de diamètre. C'est pas beaucoup. En plus, ils possèdent absolument pas de disque d'accrétion comme les trous noirs supermassifs, donc en fait ils sont parfaitement invisibles. L'OGLE a donc répertorié plusieurs trous noirs stellaires qui sont passés pile devant une étoile par rapport à nous et qui du coup sont tellement denses que lorsque la lumière passe pile devant, elle est suffisamment déformée pour avoir cet effet de lentille. Mais le projet n'a pas uniquement répertorié des cas classiques. Il a également répertorié des anomalies, 6 pour être précis. En 2019, 6 cas de micro-lentilles gravitationnelles ont été répertoriés. Donc c'est le même phénomène, mais avec des objets encore plus légers. Ça pourrait être des trous noirs, mais à peine plus massifs que la Terre elle-même, c'est-à-dire des millions de fois plus légers que les trous noirs stellaires. Or, c'est pas censé être possible. En théorie, rien n'empêche un objet de masse quelconque de devenir un trou noir si on le comprime suffisamment dans un espace incroyablement petit, bien plus petit qu'un atome pour les objets du quotidien. Comprimez la Lune entière dans une cacahuète sans perte de masse, et elle se transforme en trou noir. Seulement, aucune force, naturelle comme artificielle, ne peut se permettre un pareil miracle. Une civilisation extraterrestre théorique devrait avancer à un stade technologique d'ordre multigalactique pour concentrer suffisamment d'énergie afin de comprimer des objets pour faire des trous noirs. C'est ce qui ne sert à rien de toute façon. Voilà. On pourrait se dire que tous ces trous noirs légers seraient simplement des trous noirs stellaires ayant perdu énormément de masse. Sauf que non. Un trou noir cosmologique ne peut pas perdre de masse de manière conventionnelle. La seule possibilité, c'est le rayonnement de Hawking. Conceptualisée par le physicien du même nom que vous connaissez tous, cette théorie nous dit que les trous noirs évacuent une partie de leur masse au fil du temps en rayonnement. Le rayonnement de Hawking, si jamais il est totalement prouvé, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, prouverait que les trous noirs ne sont pas immortels. Mais selon nos modèles actuels, cette évaporation théorique serait également incroyablement longue. Un trou noir stellaire de la masse du Soleil s'évaporerait en 10 puissance 67 années. C'est un processus qui prend des milliers de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de fois plus de temps que l'âge actuel de notre univers. Et je pense que sur la route, il manque encore quelques milliards.
Donc un trou noir stellaire qui s'évapore suffisamment pour devenir tout petit, non. C'est là que vient une autre explication, les trous noirs primitifs. Durant les premières fractions de seconde après le Big Bang, l'univers est resté extrêmement chaud et dense. Selon nos modèles, il se pourrait que certaines régions soient légèrement plus denses que la moyenne. Si cette densité dépasse la limite critique pendant l'expansion rapide de l'univers, ces régions peuvent alors s'effondrer sur elles-mêmes dans un laps de temps exceptionnellement court et former les premiers trous noirs avant même que l'univers n'ait eu le temps de fêter sa première milliseconde d'existence. C'est de là que viendraient les trous noirs primitifs. Ça peut à la fois expliquer l'existence des plus gros trous noirs supermassifs, comme ça peut expliquer les micro-lentilles détectées par l'OGLE. Si on trouve un trou noir primitif de la masse de la Terre, ça voudrait dire que ce trou noir est aussi vieux que le Big Bang lui-même, parce qu'il vient d'une micro-portion du tout jeune univers, et qui pèse aussi lourd que la Terre aujourd'hui, qui est restée comme ça, et sachant que l'évaporation des trous noirs et le rayonnement de Hawking est tellement lent comme phénomène, eh ben il aurait gardé une grande partie de sa masse. C'est pas bête. Franchement, c'est pas bête. Bon, je schématise parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais je pense que vous avez saisi l'idée. Vous allez me demander quel est le rapport avec les objets transneptuniens dont j'ai parlé en début de vidéo. Non, parce qu'on est quand même passé de petits objets bizarres dans le système solaire à anomalie du Big Bang. Le rapport, c'est que la planète 9 pourrait être un trou noir primitif. C'est en tout cas la théorie proposée par Jakob Scholz et James Unwin en 2019, après avoir analysé les résultats de l'OGLE à l'université de Varsovie. Il est tout à fait concevable que si la planète 9 existe, elle ne vienne pas directement du système solaire lors de sa formation, mais bel et bien capturée par le Soleil entre-temps. Mais vu qu'on sait qu'il y a dû avoir des milliards d'anomalies de densité quelques secondes après le Big Bang, formant ainsi peut-être des milliards de trous noirs primitifs dans l'univers, le Soleil aurait pu en capter un de la masse de la planète 9, justement. Ça explique aussi pourquoi on a du mal à détecter la planète, même si elle est très loin, on a déjà détecté des objets encore plus loin que ça. Soit son albédo est incroyablement faible et donc c'est vraiment pas de bol, mais ça c'est au vu de sa composition de surface, soit ça pourrait être un trou noir primitif. Une singularité de la masse de Neptune donne un horizon des événements de quelques centimètres de diamètre. C'est absolument ridicule. La taille de l'horizon des événements, tout comme cette théorie d'ailleurs, mais il faut la prendre en compte parce qu'elle part d'une prémisse qui est plutôt intéressante. Les orbites elliptiques des objets transneptuniens pourraient être causées par un trou noir primitif de plusieurs fois la masse de la Terre, entre 60 et 120 milliards de kilomètres, et dont le diamètre de son horizon des événements, la grosse boule noire, est à peine plus grande qu'une balle de baseball. C'est d'ailleurs comme ça qu'on l'a appelée, la Baseball Black Hole Theory, la théorie du trou noir à la taille d'une balle de baseball. Je trouve que ce nom pète la classe. Ça pète. Mais au final, peu importe la nature de cette planète 9, tant que la masse reste la même. Parce que si la masse est la même, comme disent ceux qui ont émis cette théorie, que ce soit un trou noir, une planète tellurique ou un hamburger, ça change pas grand chose au final. Si sa masse est similaire, son influence gravitationnelle l'est aussi. Il se pourrait donc qu'on ait, au sein du système solaire lointain, un trou noir minuscule qui nous tourne autour. C'est aussi fascinant que flippant. Quoique, en vrai, ça ne devrait pas l'être. Quand on parle de trou noir dans le système solaire, le grand public s'imagine souvent une boule noire gigantesque qui avale les planètes une par une. Alors, si c'était un trou noir stellaire qui fonce vers le Soleil, ouais, là ce serait la grosse sauce. Mais un trou noir primitif à 120 milliards de kilomètres de nous, et à peine plus massif que Neptune, est totalement inoffensif. En plus, si jamais c'est vrai, ça veut dire qu'il existe depuis au moins des centaines de millions d'années. Bah ouais, les objets célestes n'apparaissent pas spontanément le jour de leur découverte par les êtres humains. C'est logique. Mais encore une fois, c'est l'idée d'avoir un trou noir qui fait peur, mais pas sa masse, parce que des trous noirs, c'est des objets qui font flipper. Là où ça peut faire flipper par contre, c'est son apparence et si jamais un vaisseau spatial s'approche tout près. Et un trou noir dont l'horizon des événements fait la taille d'une balle de baseball,
ouais, bof, hein. Même à 1 mètre dans le noir complet, c'est compliqué de la voir, puisqu'il s'agit de l'objet le plus noir que l'on peut trouver dans l'univers, vu qu'elle absorbe toute la lumière. De toute façon, si vous êtes à 1 mètre, vous êtes finito, hein. Un vaisseau futuriste qui s'approche d'un trou noir aussi petit doit faire extrêmement gaffe. À quelques centaines de milliers de kilomètres, sa trajectoire doit déjà être déviée par le trou noir, et on devrait localiser sa position. Mais on ne pourra jamais observer son horizon des événements. Déjà, une boule entièrement noire, dans la nuit noire de l'espace, avec seulement les étoiles en fond, autant chercher une aiguille sur le plancher océanique. Mais si vous vous approchez un peu trop près et que votre vaisseau n'a pas le temps de démarrer pour s'en échapper, le laps de temps entre le moment où tout se passe bien dans le vaisseau et le moment où votre corps est annihilé par la singularité du trou noir est de l'ordre du milliardième de seconde. Alors, tout ça c'est fascinant, hein, mais il faut aussi garder les pieds sur terre, métaphoriquement et littéralement, hein, parce que je pense que personne n'a envie de se faire avaler par un trou noir dont l'horizon des événements ne dépasse pas une balle de tennis ou de baseball. C'est pas une perspective d'avenir particulièrement intéressante. L'hypothèse des trous noirs primitifs n'est pas encore confirmée, même si ça expliquerait beaucoup de choses. Mais pour l'instant, on ne sait pas s'ils existent ou non. Il est 1000 fois plus probable que si jamais la planète 9 existe, parce que ça aussi c'est pas dit, ce soit une planète rocheuse, tellurique, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais n'empêche, ce serait quand même fascinant si jamais on venait à découvrir qu'un trou noir primordial, aussi vieux que l'univers lui-même, à quelques millisecondes près, orbite autour du système solaire, dans l'ombre, sans qu'on ne puisse rien faire, mais en même temps, sans changer vraiment le cours des choses. Cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas d'ailleurs à en mettre un de commentaire, et puis aussi à vous abonner à la chaîne, à partager les vidéos, à mettre un petit pouce bleu, et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt, la semaine prochaine, pour une grosse vidéo qui va être très sympa, et en attendant, prenez soin de vous. Salut.